Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On se relance ? Allons-y. Nicolas, partie 2 de notre série d'épisodes pour décrypter les préjugés faux sur la PrEP. Il me semble qu'un préjugé, c'est forcément faux, non ? Non, pourquoi ? Ok, non mais Après, j'ai cru que c'est une idée préconçue, mais elle pourrait taper juste. Tu as raison. Tu travailles pour SexoSafe, qui est le premier partenaire de ce podcast, avec qui vous êtes un soutien financier, je dois le dire. Ouais. Et on s'est dit, ok, on commence par une série d'épisodes où toi qui travailles dans la prévention VIH et qui tente chaque jour de sensibiliser, d'informer les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes sur leur santé sexuelle. Je t'ai demandé de lister les idées reçues, les préjugés. Je dois aussi remercier Stéphane Morel du Spot à Paris, qui travaille aussi dans la prévention VIH. Le Spot étant un super centre, j'invite tous les gens à aller sur leur site internet. S'ils habitent à Paris, ils reçoivent et tout. Ils organisent tout un tas d'activités et de prévention. Et je lui ai fait un petit message en disant, toi qui t'y connais bien et tout, c'est quoi selon toi les idées reçues ? Donc, il a aussi contribué. Ouais. On en a fait déjà 2 préjugés. Est-ce que j'ai tout dit dans ma petite intro ? Je pense, oui. Ouais. Ah tiens, je peux dire un autre truc, une petite anecdote. Allons-y. Moi, je suis super content que ça soit vous le premier sponsor, parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, moi, je suis à 100% sur ce podcast. Je veux en vivre. Donc, il y a 166 auditeuristes qui donnent chaque mois. Ouais. Ça fait à la louche 1 000 €. Donc, j'ai encore besoin de temps pour agrandir ça et pouvoir gagner ma vie. Donc j'étais il faut que j'aille chercher un sponsor et je me disais je vais devoir vendre un god, enfin tu sais, aller chercher l'entreprise commerciale. Hein. Ouais, je vais devoir dire je me suis godé, c'était ouf. Ouais, et après niveau éthique c'est moyen. Hein. En fait, moi je suis super aligné avec tous les messages de SexoSafe. Donc pour moi je suis allé voir, j'ai épluché votre site sexosafe.fr qui est super. Et parce que je me suis vraiment posé la question, moi, l'intégralité de mon podcast, j'ai envie d'être vulnérable, j'ai envie de dire vraiment les trucs. Moi, je suis incapable de mytho. Et en plus, comme c'est un service public, je m'inquiétais un peu que la politique est venue, tu vois, la politique qui n'est pas toujours sexe positive, soit venue mettre son nez. En fait, pas du tout. Oui, c'est ça. C'est pas un outil de communication politique, c'est un outil de service public. Donc, on est là pour aider les gens par rapport avec leurs problématiques. Et j'étais super content de voir tout ce qui était dit et comment c'était dit. Et je n'arrivais pas à trouver une entreprise commerciale de God ou pas. Parce que moi, si j'étais utilisateur de God, au pire, je pourrais dire, j'utilise vraiment et tout. Mais là, c'était pas le cas. Donc, je suis très content. C'est la fin de ma petite anecdote. Allons-y. 3e préjugé. L'épisode précédent, on a fait, moi, j'ai peu de sexe, donc c'est forcément pas pour moi. Faux. 2e préjugé, j'en ai pas besoin, j'utilise déjà la capote. Non, tu pourrais aussi avoir, en plus de la capote, envie de prendre la PrEP. Le 3e préjugé, c'est ça augmente le risque d'IST. Et ça, c'est un préjugé important parce que sur les plateaux de télé ou quand il s'agit d'attaquer justement la PrEP, l'usage de la PrEP, c'est souvent un argument que j'ai entendu. Oui, et c'est dû à une mauvaise interprétation des études scientifiques. Alors tu pourras en parler avec Stéphane Morel parce qu'il est bien plus doué que moi pour décoder ces études. Mais en gros, dans les essais où on étudie les personnes, où on suit les personnes qui prennent la PrEP, on fait des dépistages régulièrement, c'est-à-dire tous les 3 mois, de l'ensemble des IST, même quand il n'y a pas de symptômes. C'est des dépistages systématiques. Et du coup, quand on cherche, on trouve, et on se rend compte que dans 80% des cas, en moyenne, les IST n'ont pas de symptômes. Et donc, quand on compare à la vie réelle, ou à la vie avant la PrEP, où les gens ne se font dépister que lorsqu'ils ont
des boutons, des choses qui brûlent, qui grattent, etc. Donc quand il y a des symptômes. Et la vie dans les études, enfin, ou en tout cas dans la vie avec la PrEP, où on dépiste tout le temps, et donc où on trouve 5 fois plus d'IST que si on se basait que sur les symptômes, on a l'impression qu'il y a une forte augmentation des IST. Mais en fait, c'est faux. C'est juste qu'on en cherche beaucoup plus et on en trouve beaucoup plus. C'est des IST qui auraient de toute façon existé, puisque on va partir sur l'idée que ces gens auraient eu les mêmes rapports sexuels avec une autre stratégie de protection. Sauf qu'avec la PrEP, on a la possibilité de choper les asymptomatiques, celles qui ne se ressentent pas. Qui ne se voient pas, oui. Et donc, au contraire, est-ce que ça permet donc de stopper des IST, parce que ces gens-là, du coup, on les soigne. C'est ça. Alors, le problème avec... Alors, il y a plusieurs types d'IST, mais je pense que les IST dont on parle le plus, c'est les IST bactériennes, en l'occurrence les gonocoques, les chlamydia, la syphilis. Et le souci avec ces IST, c'est qu'une fois qu'on les a traités et guéris, on peut à nouveau se faire recontaminer. Donc, pour les personnes qui ont beaucoup de partenaires sexuels, mais qui ont des partenaires sexuels qui en ont aussi beaucoup, ces personnes forment souvent une relativement petite population qui est donc un petit nombre d'individus et les IST circulent au sein de cette population. Donc quand une personne se fait soigner et qu'elle guérit de son IST, elle est à nouveau fragile et exposée aux autres IST des autres personnes, ainsi de suite. Donc à moins de traiter tout le monde en même temps pour être sûr que qu'on éradique tous les IST, ça s'alimente en permanence. Moi, ça, c'était vraiment un déclencheur pour moi. Moi, je suis sous PrEP depuis 1 an et demi. Ouais. Et ça changeait ma vie. Ça changeait ma vie parce que dans ma difficulté à être sexuel, dans tous mes blocages qui fait que j'ai créé ce podcast et que je mène cette enquête depuis 2 ans pour comment on devient épanoui, en fait, j'étais très hypocondriaque depuis tout petit. J'avais une angoisse démesurée de n'importe quelle infection sexuelle, un peu. Ouais. Mais en plus tout mélangé, quoi, et ce sans aucun rationnel, enfin tu vois, parce que avoir une gonorrhée ou une chlamydia, en fait si tu la chopes tôt et que t'es soigné, il n'y a pas de problème particulier. C'est inconfortable si t'as des symptômes, tu vois. Oui, et puis en fait si t'as pas de symptômes, il y a peut-être même pas d'effet à long terme. Enfin c'est pas des infections vraiment graves, quoi. Mais moi mon cerveau était complètement bloqué, complètement en panique. Et le moment où du coup je me suis mis sous PrEP, en fait j'ai eu vraiment l'impression de choisir ma stratégie en me disant je suis complètement détendu sur le VIH, il y a les autres IST, mais comme j'étais alors dans un rapport avec ma médecin généraliste qui du coup devient ton allié PrEP, il s'agit, tu vois, elle fait les tests régulièrement, puis elle te décode. En tout cas, moi, ma médecin généraliste, du coup, me décode, voilà. Et je me rappelle très bien la première fois où j'ai eu une chlamydia. Elle m'a fait ah oui, vous êtes non, elle a commencé par dire très bien, j'ai eu vos résultats, tout bon, je vous fais une represcription, et puis vous avez une chlamydia, donc voilà mais limite c'était là, super. Enfin, et c'est vrai que elle a vraiment participé à remettre l'IST à son juste endroit, quoi. Oui, et c'est vrai qu'il y a une sorte de focalisation sur les chlamydia, les gonocoques, parce que ce sont les plus répandus, alors que ce sont vraiment pas les plus graves. Et à l'inverse, ces IST, quand elles ont des symptômes, elles sont vraiment désagréables, donc on se fait dépister, on traiter, et ça va mieux. Par contre, il y a des IST plus graves, comme le VIH, la syphilis ou les hépatites, qui, elles, n'ont pas forcément de symptômes ou de symptômes caractéristiques dont on va se rendre compte quand on les a pas pour le VIH, mais pour les autres, quand c'est la première fois. Et en l'occurrence, ces IST nécessitent vraiment d'être traités. Et c'est important de se faire dépister régulièrement, surtout pour ces IST-là. Oui, donc en fait, la PrEP m'invite à faire des dépistages réguliers, que de toute façon, même si j'écoute le podcast et que je prends pas la PrEP, je devrais régulièrement me faire tester, dans la mesure où j'ai une activité sexuelle. T'es d'accord ? Alors, ce qu'on recommande aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des partenaires masculins multiples, c'est de se faire dépister tous les 3 mois. C'est possible on va à l'endroit où on veut pour se faire dépister, mais le mieux c'est de se faire dépister tous les 3 mois. C'est un peu le bon rythme quand on a plusieurs partenaires. Préjugé numéro 4. Allons-y. C'est un médicament lourd avec des effets secondaires graves. Oui, c'est vrai que c'est un préjugé assez répandu.
Je sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin que ce préjugé est aussi répandu, mais bon, c'est faux, hein, évidemment, c'est faux. Alors déjà, c'est un traitement que l'on connaît très bien, puisque ces molécules existent dans le traitement des personnes vivant avec le VIH depuis plus de 20 ans maintenant. D'ailleurs, elles sont dans le domaine public, elles existent en version générique, donc c'est vraiment des molécules qui sont très très bien connues. Et elles avaient été choisies à l'origine pour les premiers essais de PrEP pour leur très bonne tolérance. C'est-à-dire justement qu'elles ce sont celles qui ont le moins d'effets secondaires et les plus faciles à prendre. Donc non, il n'y a pas du tout cet aspect d'effets secondaires graves ni de traitement lourd. Le traitement, c'est un comprimé à prendre par jour quand on prend la PrEP en routine. Donc un comprimé à prendre par jour, c'est pas du tout un traitement lourd, surtout que c'est un comprimé qui est plutôt facile à avaler. Maintenant, si on veut pas des effets secondaires, concrètement, ce qu'il y a, lorsqu'on prend la première prise de PrEP ou ces 2 comprimés d'un coup, on peut avoir un effet sur l'appareil digestif, c'est-à-dire un inconfort, des nausées, des ballonnements, enfin ça dépend comment chacun réagit et c'est souvent temporaire, hein, ça passe au bout de quelques heures. On recommande de prendre la PrEP en mangeant et ça atténue beaucoup ce phénomène pour les gens qui y sont sensibles et beaucoup de gens n'y sont pas sensibles. Après, il y avait un effet qu'on a beaucoup surveillé au début lors des essais de PrEP, c'était l'impact sur la fonction rénale, parce que c'est des molécules qui sont filtrées par les reins. Et donc, il y avait un risque que ces molécules aggravent une mauvaise fonction rénale. Et effectivement, pour les personnes qui ont une insuffisance rénale, qu'elle soit déclarée ou non, connue ou non, la PrEP peut l'aggraver ou l'installer. Enfin, peut la rendre visible, cette insuffisance. Par contre, si on arrête la PrEP, l'effet est rétroactif et le rein revient à son état initial, donc dysfonctionnel, puisqu'il ne marchait pas bien. Pour les personnes qui n'ont absolument rien au rein, ça ne fait rien. Le médicament est juste évacué, donc il n'y a pas de souci avec ça. Oui, je crois que ce préjugé-là, une de ces versions, c'est que j'entends moi sur le Discord des auditeurs du podcast. Enfin, tu sais, il y a un espace en ligne où les auditeurs partagent des messages, ou sur le WhatsApp du podcast. Des gens me disent, ouais, je trouve ça, j'ai du mal à accepter de prendre de la chimie en fait, au quotidien pour ça. Je pense que c'est un peu une version. Et donc, tu disais, c'est un comprimé par jour. Donc ça, c'est si jamais je veux être protégé chaque jour parce que mon activité sexuelle le préconise. Oui. Mais c'est pas forcément un comprimé par jour. Il y a aussi une prise autour du sexe. C'est ça. C'est-à-dire que si on a des rapports sexuels qui sont plus espacés et plus prévisibles, il est possible de ne programmer la PrEP que pour protéger un rapport sexuel ou une série de rapports sexuels en particulier. Dans ce cas, il faut prendre 2 comprimés au moins 2 heures avant le premier rapport sexuel. Et ensuite, un comprimé par jour à la même heure que la première prise, un comprimé par jour, tant qu'on a ces rapports sexuels. Puis, quand on n'a plus de rapport, on continue encore pendant une journée pour avoir pris 2 comprimés après le dernier rapport. Ouais, c'est ça. C'est 2 avant et 2 après. C'est ça, 2 avant en une seule prise et 2 après, un jour d'intervalle. Un jour d'intervalle. Mais non, j'ai eu raison de dire tout ça, mais non, j'ai un peu niqué notre préjugé 5, car c'était ça. Le préjugé 5, c'est la PrEP, c'est un engagement, c'est un protocole, c'est un engagement. Une fois que je mets le doigt, là, je suis parti pour un engagement long terme. Et il va falloir que je choisisse dès le début, soit c'est à la demande, soit c'est en continu. Alors, pour moi, c'est un peu des questions différentes. L'engagement, effectivement, quand on veut prendre la PrEP, on doit voir son médecin, donc il faut prendre un rendez-vous, il faut faire des examens. Ensuite, on a l'ordonnance, et après l'ordonnance, on peut choisir de prendre la PrEP ou pas. On peut choisir de commencer la PrEP et de ne pas de commencer un schéma PrEP et de ne pas le terminer. Par exemple, si le rapport sexuel n'a pas eu lieu ou n'a pas abouti. On peut choisir aussi, si on se rend compte qu'on n'aime pas prendre des comprimés comme le préjugé que tu disais avant, une personne ne veut pas avoir de produits chimiques, on ne prend pas le médicament, on se protège autrement. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas plus d'engagement. Par contre, si on souhaite se protéger avec la PrEP sur une longue période, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années, il faudra effectivement retourner voir son médecin à intervalles réguliers pour avoir de nouvelles ordonnances, faire des examens et continuer, mais ça s'arrête là. Moi, je crois qu'un truc que j'avais mal compris en prenant la PrEP, c'est, en fait, par exemple, mais c'est d'ailleurs bizarre, je comprends pas pourquoi j'avais pas compris ça, mais par exemple, je pars 2 semaines avec mon frère, où je sais qu'il
c'est trop bizarre cette phrase où je sais qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Bien sûr pas avec mon frère. J'entendais genre, je sais pas, c'est un moment familial, je suis avec ma famille et tout, donc en fait je vais pas rencontrer des gens, c'est dans un petit village machin. Et ce pendant même plusieurs semaines. En fait j'arrête ma PrEP. Tout à fait. Et j'ai mes comprimés dans mon sac. Et en fait si jamais le boulanger du village est en fait très mignon et me fait du rentre-dedans avec sa baguette. Ouais. Hop, je prends mes 2 comprimés et je relance le truc. Et c'est bizarre, mais je me disais un peu... Compte quand même 2 heures avant d'aller tâter les miches parce que sinon la PrEP ne marche pas. Excellent. Tu as raison. Non, mais c'est marrant parce que je me rappelle ma médecin me dire, alors vous voulez en continu ou à la demande, c'est-à-dire en continu, c'est tous les jours. Je commence par 2, puis après tous les jours, ou à la demande 2 + 1 + 1. Et j'étais un petit peu bloqué en me disant ah merde, faut que je choisisse. Et c'est ça, ce préjugé que je voulais déconstruire, c'est qu'en fait, moi, depuis que je suis sous PrEP, parfois j'arrête, parfois je reprends, tant que je suis les bons protocoles. Exactement. En fait, ce qui est important, c'est de savoir comment on commence la PrEP et comment on la termine. Et là, en l'occurrence, tu es un homme cis. Et donc, on parle du schéma pour les hommes cis et à qui on propose souvent ce choix entre continu à la demande. Donc, pour les hommes cis, il faut commencer par 2 comprimés à prendre entre 2 heures et 24 heures avant le premier rapport sexuel, puis 1 par jour tant qu'on a des rapports sexuels, puis encore pendant 2 jours après le dernier rapport sexuel. Et donc, si on n'a qu'un seul rapport sexuel, ça veut dire 2 comprimés avant, 2 comprimés après pendant 2 jours, et ça s'arrête là. Si on a des rapports pendant une semaine, pendant toute la semaine, on prend 1 comprimé par jour, puis on attend encore 48 heures de prise après le dernier rapport sexuel et on peut s'arrêter. Et puis on peut reprendre quand on le souhaite. Et cette période où on prend la PrEP 1 comprimé par jour, elle dure le temps que l'on souhaite. Et on peut alterner, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai eu une ordonnance, que j'ai dit à ma médecin généraliste et que c'est tout bon, je suis pas obligé alors de la prendre tous les jours. Je peux l'arrêter, tu vois. Oui, l'ordonnance, elle est prévue pour couvrir tes besoins en PrEP. Si tu la prenais tous les jours pendant 3 mois, tu n'es pas obligé de la prendre tous les jours pendant 3 mois. Ça, ouais. En revanche, du coup, je reprends rendez-vous au bout de 3 mois, même s'il me reste des médicaments, pour refaire des tests. C'est ça, pour refaire des tests, pour faire le point avec ton médecin, avoir une nouvelle ordonnance pour pas être en rupture ensuite. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher directement des médicaments en pharmacie. S'il t'en reste, tu peux les épuiser avant d'y retourner. On m'a dit, donc Stéphane Morel du Spot m'a dit qu'un truc qu'il observe sur le terrain, c'est des gens qui tombent amoureux ou rencontrent quelqu'un et ils ont pris la PrEP, ils l'arrêtent sans bien terminer leur schéma 2 + 1 + 1. Et un peu en perdant un peu la bonne habitude, comme quand on enlève la capote, de en fait aller faire les tests et... Oui, alors ça semble évident quand on en parle à froid, mais quand on est sous le coup de l'émotion, c'est pas du tout, c'est beaucoup moins évident, mais les sentiments ne protègent pas. L'amour, être amoureux, tous les guilis dans le ventre, enfin toutes ces choses superbes qui arrivent quand on tombe amoureux de quelqu'un, ne protègent absolument pas des virus. Donc, il est important quand on rencontre quelqu'un, même si on l'aime très fort, qu'on a très envie d'avoir confiance et que tout se passe bien, de continuer de se protéger tant que l'on n'est pas sûr du statut sérologique des 2 personnes pour pouvoir adapter sa protection, en fait. Ouais, c'est ça, faut y penser. Moi, j'ai 2 astuces à partager. C'est le moment astuce. Ah, vas-y, donne-les-moi. C'est ma petite expérience, parce que là on est là, 2 + 1 + 1, machin, 2 avant le rapport, après le rapport et tout, pour que le bouclier s'active. Moi en fait j'ai 2 stratégies pour suivre ma prise PrEP que je fais en parallèle, parce que ça me détend et comme ça j'y pense pas. J'ai une app, il y a plusieurs apps gratuites qui permet en fait, j'appuie sur un bouton quand j'ai pris ma PrEP et il m'envoie une petite alerte le lendemain en disant voilà, vous prenez votre PrEP. Ouais, comme par exemple l'application AT-PrEP qui est assez bien faite. Ouais. C'est chez vous? C'est vous qui l'avez développé? Ah non, pas du tout, c'est l'association Action Traitement qui l'a développé, ils font un super travail. Moi j'ai pris MyPrep. Ok. L'application MyPrep. Écoute, je ne la connais pas, mais si elle marche bien, c'est bien. Très bonne chose. Et je prends sur ma tablette. Sur ma tablette, je marque le jour, lundi, mardi, sur chacun des comprimés. Sur la tablette de médicaments? Sur ma tablette de médicaments, parce qu'il m'est déjà arrivé de faire 8000 choses à la fois, de prendre ma PrEP
Et puis 1 heure après, l'app bip ou tout simplement, je me dis, mais j'ai pris ma PrEP ou pas? Et là, je me dis, parce que je l'ai tellement fait dans l'habitude, je me dis, mais merde, j'ai pris ma PrEP ou pas? Ouais. Donc maintenant, en fait, je peux aller retourner voir la tablette et voir que le jeudi, il y a bien plus la PrEP. On est jeudi, j'ai pris ma PrEP. Alors attention, tous les médicaments ne sont pas délivrés sous plaquette, ils peuvent être en flacon. Et dans ce cas, je suis contre. Tu ne peux pas noter. Je demande toujours à mon pharmacien, que j'embrasse, qui est très mignon. Voilà, c'était une parenthèse. Ouais, mais tout le monde n'a pas cette possibilité ni ce choix. Ah bon? Bah, ça dépend de comment les pharmacies sont achalandées, de leurs fournisseurs. Ah ouais. Il y a plusieurs laboratoires qui font, qui font ce médicament. Okay. Donc, on n'a pas forcément la possibilité de choisir le conditionnement. Ça s'appelle en blister. En plaquette, c'est en blister. Moi, j'appelle ma pharmacie en disant, est-ce que vous pouvez me la commander en blister? Et il me dit, bien sûr. Bon. Mais dans certains coins de France, elle ne sera pas achalandée. C'est pas une question de géographie, hein, ça peut être une question d'officine, hein, simplement. Hein. Okay. Où on peut avoir, où il y a aussi des personnes qui tiennent à avoir le médicament original, le Truvada, qui lui est sous flacon. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Donc. Ça marche. Mais l'application, c'est une super astuce. Oui, l'application, c'est une super astuce. Mais ça m'est déjà arrivé de prendre la PrEP, de ne pas dire à l'application que je l'avais prise et de me dire, attends. Et du coup, il me renvoie une notification en mode n'oubliez pas votre PrEP et je suis là, merde. Bon, après, c'est mon cerveau particulier. Hein. Je pense que les gens normaux. Non, mais chacun fonctionne comme il le souhaite. Ça peut être un petit carnet, enfin, chacun a son propre système. Un pilulier, maybe. Oui, faire des nœuds à un cordon, j'en sais rien. Un nœud à un cordon, très bien. Est-ce qu'on a tout dit sur ce préjugé? Oui. 6e et dernier préjugé, ça coûte cher à la sécurité sociale. Pas tant que ça. Et surtout, c'est bizarre de se faire ce genre de réflexion. Le principe de la sécurité sociale en France, c'est qu'elle protège tout le monde et que tout le monde y contribue. Et en l'occurrence, une dépense pour faire de la prévention coûte beaucoup moins cher qu'une dépense pour traiter. Et la PrEP a été évaluée d'un point de vue coût-efficace par une étude dédiée qui a révélé que pour la sécurité sociale, c'était beaucoup plus intéressant de proposer la PrEP aux personnes les plus exposées que de devoir prendre en charge ensuite les personnes qui se faisaient contaminer. Donc il y a, au niveau d'un point de vue purement économique, c'est intéressant pour la sécurité sociale. Donc ce n'est pas la CPAM qui vous dira ça. Ça coûte cher tout court. En tout cas en France, c'est pris en charge. Oui, le traitement est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, effectivement. Ouais. Et moi qui suis du coup indépendant et qui n'ai pas de mutuelle, c'est l'assurance maladie qui prend en charge, ce n'est pas la mutuelle. Exactement. Donc si tu es indépendant, tu dois cotiser. Alors avant c'était à l'URSSAF ou non mais c'est l'assurance maladie. Non mais c'était pour dire il n'y a pas besoin de mutuelle, c'est à 100% le comprimé. En revanche, les tests tous les 3 mois me coûtent, je crois, 20 €. Ok, alors il y a aussi une astuce pour ça. Si on n'a pas de protection complémentaire, de mutuelle, et qu'on ne veut pas avoir de reste à charge sur les tests, c'est de les faire en Cégide, où ils sont intégralement pris en charge. Et prochainement, il devrait être possible de les faire en laboratoire de ville, mais le décret n'est pas encore passé. Je ne sais pas quelles seront les limites, mais... Ah ouais, d'accord. Il y aura sûrement une possibilité là-dessus aussi. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, tous les 3 mois, 20-30 €, je trouve que c'est tout à fait faisable. Il y a certains pays, la Suisse, depuis le 1er juillet, là, j'ai lu qu'ils vont prendre en charge la PrEP, mais il y a plein de pays où en fait c'est, notamment je crois aux États-Unis, je dis pas de bêtises, non je pense que je dis une bêtise, en Californie ça a été, en tout cas dans certains pays tu peux être un homme gay, bi ou queer qui doit payer de sa poche. C'est possible. Le traitement, c'est le cas. Oui, et dans ce cas, le traitement peut être plus ou moins cher. En France, en tout cas, les tarifs sont négociés avec les laboratoires. Et quand c'est génériqué, les tarifs sont encore plus négociés à la baisse. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a des pays comme les États-Unis où les laboratoires fixent les prix qu'ils veulent. Ça peut être délirant. Bien sûr. Pour revenir encore une fois sur le prix, il y a 2 aspects que je devrais aborder. Le premier, c'est que certains hôpitaux, quand on est suivi dans un service hospitalier pour la PrEP notamment, on peut... parfois avoir la PrEP à la pharmacie de l'hôpital et qui souvent négocie encore les prix, donc ça coûte encore beaucoup moins cher à l'hôpital que ça ne coûte en pharmacie. Et ensuite, il faut savoir que pour l'assurance maladie au niveau global, la PrEP, c'est une ligne qui est très très faible. Je crois que le médicament qui en coûte le plus cher, c'est le paracétamol, qui pourtant, la boîte coûte moins cher que celle de PrEP, mais elle est beaucoup plus diffusée. Donc. Ouais.
Non, mais c'est cool. Moi, j'ai déjà entendu ça d'une personne qui n'était pas contre la PrEP, hein, mais qui disait je suis mal à l'aise. Donc c'est cool qu'il avait ce préjugé-là. Tu vois. Moi, je me pensais que c'était quelqu'un qui dit ça, c'est forcément quelqu'un qui est anti-PrEP et puis avec un peu du jugement. Alors ça moral, arrive, quoi. mais effectivement pour les personnes qui ne voudraient pas nuire à la société, etc. Sachez que prendre la PrEP, c'est plutôt un acte économique intéressant pour la sécurité sociale, parce que ça vous protège. Ouais. Génial. Est-ce que tu penses à des dernières bafouilles Comme ça, non. Moi, j'en ai une. D'accord. Comme ça, tu pourras conclure après. Ouais. On est d'accord, et c'est pas un préjugé, mais c'est un rappel. Puisque une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le virus, que sa charge est indétectable. Cette personne est indétectable, on va dire. Je n'ai pas besoin, si je suis dans une relation monogame exclusive en couple avec une personne vivant avec le VIH, j'ai pas besoin de prendre la PrEP. Absolument pas. D'ailleurs, a priori, le médecin ne te la prescrira pas. Ou de porter un préservatif. En tout cas, sur le sujet du VIH, il ne veut pas être transmis. C'est ça. Alors, pour parler du TAS, comme on dit, c'est-à-dire le traitement comme prévention, c'est-à-dire l'effet protecteur du traitement que prennent les personnes vivant avec le VIH, en termes de protection, il s'agit de la meilleure protection contre le VIH. C'est-à-dire que dans les études de PrEP, on voit que la PrEP a un très très haut niveau d'efficacité, mais que certaines personnes se font contaminer parce qu'elles ont à un moment donné arrêté de prendre la PrEP, par exemple si elles sont tombées amoureuses ou autres, et du coup elles se font contaminer. Pour les préservatifs, pareil, il y a des personnes qui déclarent se protéger par le préservatif, mais en vie réelle, on se rend compte qu'il y a des contaminations, parce que le préservatif n'est pas forcément tout le temps utilisé ou pas intégralement. Par contre, pour les études qui ont évalué l'efficacité du traitement des personnes qui vivent avec le VIH, il y a 0 transmission. Et tu dis quand la charge virale est indétectable, mais oui, mais pas seulement. Même avec une charge virale faible, il n'y a pas de risque de transmission. Et en l'occurrence, dans ces études, les études qui s'appellent Partners 1 et Partners 2, pour ceux qui veulent rechercher et sourcer, il y a eu 0 transmission de la part des personnes qui étaient sous traitement. Ah tiens, ça c'est la dernière info que je trouve chouette. Quand tu es à plus d'une semaine de prise de PrEP, c'est-à-dire je suis sous PrEP en continu, c'est-à-dire j'ai commencé par 2, puis 1 par jour, au bout de cette semaine, si j'oublie un comprimé, il y a une règle particulière qui fait que, en fait, il y a une tolérance et je suis quand même protégé. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire, j'ai oublié un comprimé, du coup, je vais un rapport ce jour-là et je vais aller vite demander un TPE. La personne, TPE, c'est un traitement d'urgence. Donc à l'hôpital, c'est un traitement qui dure 28 jours et qui permet d'empêcher une éventuelle contamination au VIH. Ce traitement ne sera pas délivré parce que on estime que s'il y a eu en gros 4 prises de PrEP dans la semaine, il n'est pas nécessaire de délivrer un TPE. Et donc le conseil qu'on donne aux personnes qui ont oublié une prise, c'est de reprendre la prise suivante et de poursuivre le schéma. Ouais, il y a mais ça c'est si j'ai déjà un historique de 4. Oui, au moins 4 prises précédant enfin plusieurs prises précédant le rapport non protégé. Tout ça de toute façon est vachement bien expliqué par les médecins quand ils prennent en charge, ou par le centre, ou sur votre site, sexosafe.fr. Non, mais c'est important parce que, et je pense que c'est tout l'enjeu d'avoir accès, de mettre un petit peu de soin pour trouver un ou une médecin généraliste ou un centre où on se sent bien. On peut aussi appeler SIDA Info Service. Parce que des fois, quand on a une angoisse, avoir une vraie personne qui répond au bout du fil et qui donne une information, c'est intéressant. On peut chatter avec eux aussi. Il y a le chat sur le site SexoSafe et ça peut rassurer que quelqu'un nous rappelle ces choses-là qui ne sont pas forcément évidentes. C'est une bonne idée. Moi, je pense aux gens qui écoutent cet épisode, ils disent putain, mais là, il y a 1000 choses il faut se souvenir de 1000 choses. En fait, quand tu iras faire ton rendez-vous médecin, la personne, en fait, saura t'aiguiller, c'est simple, et en fait c'est un petit truc à prendre, et puis tu auras un retour direct sur ta situation à toi et la possibilité de poser toutes les questions, quoi. Oui. Cool. Sur votre site sexosafe.fr/prep, nous avons le quiz. Est-ce que la PrEP est intéressante pour moi ou pas? Donc je réponds à une série de petites questions sur ma vie. Vous ne gardez aucune donnée, c'est complètement anonyme, et hop, on peut savoir si la PrEP est faite pour moi. Ok. Super. Dis-moi, vas-y.
Oui. Dernière bafouille? Tout à l'heure, on a rappelé le schéma de prise de PrEP pour les hommes cis. Pour les hommes trans, c'est un peu différent. Les recommandations, d'ailleurs, sont en train d'évoluer. Donc, je recommande aux hommes trans de bien en parler avec leur médecin pour qu'il leur recommande le schéma le plus adapté à leur situation. Ok, très bien. Bon, merci, Nicolas. Merci de m'avoir reçu. C'est cool. On a fait tous nos préjugés. Ok. T'es content? Ouais, c'était super rapide. Bah ouais, mais moi je trouve qu'on a fait le tour. Très bien. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.